à tous, rebonjour à ceux qui nous rejoignent aussi. C'est la matinale d'Info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. L'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, à nos côtés, eh bien, c'est Damien Abad. Bonjour, vous êtes vice-président des Républicains et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat et tout de blouson vêtu, Nathalie Moret du groupe EBRA qui représente le progrès sur ce plateau ce matin. Merci Nathalie Moret d'être là. Damien Abad, Emmanuel Macron sera à 13h l'invité de TF1. On a vu beaucoup de sujets dans la première partie de cette matinale d'info sur cette émission en direct. Il devra donc s'adresser aux Français. Est-ce qu'il fallait qu'il fasse de la pédagogie liée aux réformes entreprises ? Je pense que on ne rattrape pas une déconnexion profonde avec les Français et les territoires par une simple opération de communication. Il y en a d'autres après, vous avez compris. Oui. La vérité, d'autres interventions à la télévision, BFM dimanche. Oui, les paroles sont d'argent, mais les actes sont d'or. Et le problème qu'il y a dans ce gouvernement et avec le président de la République, c'est qu'on a un gouffre, un océan entre les paroles et les actes sur beaucoup de sujets. Et que les Français le constatent tous les jours avec la baisse de leur pouvoir d'achat, dû à l'augmentation de la CSG, dû à un certain nombre de réformes de structures sur lesquelles ils ne voient pas le cap ni la vision. Donc je crois que malheureusement, il y a aujourd'hui une fracture territoriale en France sans précédent, sur laquelle, effectivement, il faudra que le président puisse s'expliquer clairement devant les Français. Mais pour vous, c'est un simple coup de com', comme vous venez de le dire, où vous dites quand même que le président se déplace, fasse cette grande interview et une heure de grande écoute, 5 millions de téléspectateurs en moyenne dans ce village de l'Orne, finalement, c'est quand même une réelle intention portée à la ruralité. Mais vous savez, je ne crois pas que ce soit parce qu'on se déplace pour faire une interview dans un village qu'on porte attention à la ruralité. On porte attention à la ruralité quand on résout la question de la fibre optique et de la fracture numérique. On porte attention à la ruralité quand on répond à la question de la fracture médicale et l'absence de médecins généralistes sur nos territoires. Et on répond à cette fracture-là aussi quand on parle des infrastructures de transport. Actuellement, on est en train de discuter de la réforme de la SNCF. Rien ou quasiment rien sur la question des petites lignes, sur la question des usagers du quotidien qui utilisent le TER. Et donc la réalité, vous savez, et les faits ont la tête dure. Et aujourd'hui, c'est pas parce que Emmanuel Macron va s'exprimer dans un village qui va renouer le lien avec la ruralité, parce que peut-être que le lien entre l'Église et l'État est abîmé, mais je peux vous dire que le lien entre les territoires et le président de la République est aussi abîmé. Vous qui êtes un élu des territoires, qu'est-ce que vous attendez du président Macron aujourd'hui ? Est-ce que vous attendez des annonces spécifiques ? J'attends d'abord qu'il porte une vision. Quelle France il veut ? Est-ce qu'il veut une France à deux vitesses, où finalement il y aurait une concentration des richesses dans les zones métropolitaines et où finalement on aurait des territoires périurbains ou ruraux qui seraient à la traîne. Il a déjà répondu là-dessus sur la conférence des territoires, où justement il estime qu'il ne faut pas avoir de France et justement il œuvre pour les rapprocher. Oui, sauf que dans les actes, on est en train de créer les conditions d'avoir de France. Pourquoi ? Parce que quand on voit l'augmentation du diesel, la limitation de la vitesse à 80 km/h, ce sont des mesures qui impactent d'abord celles et ceux qui vivent dans ce qu'on appelle la France périphérique. Donc le problème, ce ne sont pas les discours. Le problème, on a bien compris sa capacité à pouvoir parler à tel ou tel électorat. Et puis, moi, je pense aussi qu'il faut avoir une vision globale de la France. La catégorisation des Français, où la France serait une société de communautés les unes à côté des autres, où un jour on parle aux catholiques, le lendemain on parle aux ruraux, le surlendemain on parle aux habitants urbains. Je ne pense pas que ce soit la bonne vision de la France. Aujourd'hui, on a besoin tout simplement d'avoir une vraie approche globale, un cap et des perspectives. Mais est-ce que Laurent Wauquiez ne l'opère pas lui aussi, cette catégorisation des Français, en opposant les Français ruraux aux Français des métropoles ? Non, parce qu'il y a de la souffrance sociale aussi dans les métropoles. Il y a de la souffrance sociale aussi à Paris. Vous savez, quand vous habitez dans un HLM d'une grande ville ou que vous habitez dans un territoire, dans une campagne, la souffrance est la même. La hausse de la CSG, vous la subissez de la même manière. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a malheureusement ces fractures. Le charme de la France, c'est son équilibre entre les territoires. C'est de faire en sorte qu'on puisse vivre bien partout. Et vous voyez, je vous prends l'exemple de l'école. Eh bien, là aussi, on a eu une volonté de monter les Français les uns contre les autres. Parce qu'on a dédoublé les classes de l'ECP, mais dans le même temps, on a fermé des écoles en milieu rural. Mais on est bien d'accord sur ce que vous dites, Damien Abad. Donc est-ce que le fait que Laurent Wauquiez se présente comme le défenseur de la ruralité et qualifie Emmanuel Macron de président des métropoles, c'est pas une erreur politique, une erreur stratégique ? Non, il a raison. Mais il a raison aussi de dénoncer que le matraquage fiscal sur les classes moyennes. Les classes moyennes, elles existent en métropole comme elles existent en territoires ruraux. Et que donc c'est important aujourd'hui qu'on retrouve le lien avec les Français. Je pense que c'est ce qui manque principalement. C'est cette condescendance
présidentielle qui fait que finalement, on a le sentiment d'une fracture de plus en plus profonde entre la politique qui est conduite et les attentes des Français. Damien Abad, vous avez le conscience quand même que les Français le perçoivent de plus en plus comme un président de droite. Est-ce que ce n'est pas un problème pour vous, député de droite, justement, pour le positionnement ? Non, parce que là encore, c'est vrai, vous avez raison sur les discours. On peut parfois considérer que son discours est de droite, mais les actes sont... Donc vous pouvez l'approuver de ce point de vue-là. Non, parce que le problème, c'est que les actes sont totalement différents. Ce n'est pas être de droite que d'augmenter la CSG. Ce n'est pas être de droite que de faire une réforme de la SNCF qui s'arrête au milieu du gué. Ce n'est pas être de droite que finalement vouloir continuer à abîmer le pouvoir d'achat des classes moyennes. La vérité, c'est que quand on regarde le fond des réformes, peu de choses en réalité sont faites, et c'est vrai sur le régalien comme sur le pouvoir d'achat. Il y a 3 grandes différences majeures entre la droite républicaine et Emmanuel Macron. Elles sont sur le pouvoir d'achat, sur la fracture territoriale et sur les questions régaliennes. Nathalie Moret. Un mot quand même sur les 80 km/h qui font effectivement débat dans les zones rurales. Chantal Perrichon, qui est donc à la Ligue contre la violence routière, dit ce matin dans Le Parisien que votre parti, comme le Front National, polarise le débat sur le fait que c'est pour cette mesure a pour action de remplir les caisses de l'État et pas pour sauver des vies, que vous polarisez le débat là-dessus. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Qu'il faut regarder les faits. L'exemple allemand est criant là-dessus. On le sait très bien. J'ai été président d'un département. On sait très bien aujourd'hui que la sécurité routière est un enjeu majeur, mais que pour répondre à cet enjeu, il faut déjà avoir un niveau d'infrastructure et un investissement sur les routes qui soit performant. C'est un enjeu de sécurité routière. Il nous faut ensuite lutter contre les comportements qui sont des comportements dangereux. Le téléphone au volant, l'alcool, la drogue, etc. Oui, mais présenter les 80 km/h comme une mesure de lutte contre les insécurités routières, je pense, c'est une aberration. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous allez toucher les particuliers, les transporteurs du quotidien, celles et ceux qui sont obligés de prendre la route au quotidien. Il faut qu'ils reviennent là-dessus ? Oui, je souhaite qu'ils reviennent là-dessus. Parce qu'il faut entendre les Français, il faut entendre cette France qui gronde, cette colère sociale qu'il y a, et puis le fait que finalement, on le sait, il y a des routes départementales sur lesquelles 80 km/h, c'est déjà beaucoup trop, et d'autres au contraire où ça n'a absolument aucun sens. Damien Abad est notre invité, il est vice-président des Républicains ce matin. On va rester dans le transport avec la réforme ferroviaire. Vous êtes favorable à la réforme ferroviaire, mais on a le sentiment que vous avez un peu de mal à le dire. Est-ce que c'est une posture politique ? Écoutez, on vous sent gêné, les Républicains, sur ce sujet. Je vous invite à regarder mes propos parce que je l'ai dit dès le premier jour. Je parle de vos amis aussi. Et je pense que la réforme, oui, mais c'est un enjeu majeur pour la droite. Quand une réforme, on l'a toujours voulu. On l'a même porté, puisque le paquet ferroviaire a été discuté sous des gouvernements de droite comme de gauche. Eh bien, c'est une question de cohérence, de colonne vertébrale. Donc vous allez le soutenir ? Oui, parce que les Français ne comprendraient pas que quelque chose que l'on soutient hier, que l'on soutenait hier, on ne le soutiendrait plus aujourd'hui parce que c'est d'autres que nous qui le présentaient. Ça veut dire que beaucoup de vos amis, quand même. Oui, je suis très clair parce que je pense mais plus clair que beaucoup de vos amis. Peut-être. Et que Christian Jacob, notamment. Pourquoi ne pas dire clairement que le groupe Les Républicains votera cette réforme à l'Assemblée nationale ? Mais Christian Jacob l'a dit très clairement, il n'y aura aucun vote contre à l'Assemblée nationale. Mais il pourrait y avoir des abstentions. Oui, il pourrait y avoir des abstentions. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 sujets qui sont posés dans la réforme qui malheureusement sont absents. C'est la question de la dette, qui est quand même une question centrale. Comment on fait ? Comment l'État fait pour reprendre ces 45 milliards d'euros de dette ? Et dans le même temps, la question des petites lignes. Parce qu'en fait, on est en train de nous faire le match entre les grévistes d'un côté et le gouvernement de l'autre. Et bien la droite républicaine, elle doit d'abord s'occuper des usagers. Et les usagers, ils veulent plus de sécurité, ils veulent un prix plus bas et un service de plus grande qualité, notamment pour les TER du quotidien. Nathalie Moret. Xavier Bertrand, lui, il n'est pas du tout dans la posture et il estime qu'il faut ouvrir à la concurrence le plus rapidement possible et il est d'ailleurs prêt à lancer des appels d'offres pour les TER dans sa région. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a raison. C'est pour ça que je soutiens cette réforme, parce que la concurrence, ce n'est pas un objectif en soi. C'est un moyen au service de politique publique. C'est un moyen pour notamment baisser les tarifs, pour pouvoir aussi avoir un service de qualité plus important. On le voit bien, on l'a constaté malheureusement chaque jour. Les contrats de plan État-région ne sont pas tenus, ne sont pas appliqués sur les territoires. Pourtant, c'est le document qui nous permet de préserver ces petites lignes. C'est ça qui nous manque, cet engagement. Mais je crois que, vous savez, faire de la politique autrement, c'est aussi assumer le fait que quand il y a une réforme qui, pour nous, va dans le bon sens, on doit la soutenir. La droite doit toujours être du côté du camp des réformateurs et pas de celles et ceux qui veulent bloquer la société. À voter ce texte ? Je l'ai déjà dit, je pense que nous devons soutenir ce texte. Sur la réforme ferroviaire, sur Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement affiche sa fermeté. On le sait que cette fermeté, elle séduit votre électorat. Est-ce que du coup, vous ne craignez pas que votre électorat se tourne plus vers Emmanuel Macron que vers Laurent Wauquiez ? Non, parce que c'est une fermeté de façade.
Parce qu'on a déjà renoncé sur Notre-Dame-des-Landes. On a déjà renoncé sur l'aéroport. On a déjà renoncé sur l'objectif. Et que donc, ce n'est pas cette fermeté de façade qui résoudra les problèmes de sécurité et d'autorité dans notre pays. Et que donc, sur Notre-Dame-des-Landes, on voit quoi? Eh bien, on constate, malheureusement, on a constaté un recul de l'État sur l'objectif politique. Et c'est ce recul, aujourd'hui, nous en paierons les conséquences. Parce que et même de la si fermeté sur l'évacuation. Oui, on verra. Parce que l'évacuation, elle est en cours. On verra dans un mois si les zadistes reviennent ou pas. Et puis surtout, on verra l'effet collatéral. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que les zadistes ont gagné la première manche. Et qu'en gagnant la première manche, ils viendront sur d'autres sujets. Quid du Lyon-Turin? Quid des infrastructures de transport dans ce pays? Quid des grands plans d'investissement? Parce que comme ils ont gagné des grands projets d'aménagement en France? Oui, parce que malheureusement, eh bien, comme ils ont gagné cette première manche-là, même si vous évacuez la ZAD, vous évacuerez pas les difficultés sur les grands projets d'infrastructure. La réforme des institutions maintenant. Oui, pour la réforme des institutions, Édouard Philippe veut passer par le Congrès, veut passer par le Parlement. Est-ce que ça vous semble possible que ça soit adopté par le Parlement et donc non par référendum? De toute façon, la réforme des institutions, pourquoi faire? Nous disons, nous ne voulons pas d'une réforme des institutions qui dénature ce qui marche dans ce pays. Ne faites pas d'une force que sont les institutions de la Ve République une faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, je pense que les institutions ne sont pas une faiblesse en France. Et puis pourquoi faire? On voit bien ce qu'il y a derrière. C'est toujours cette volonté de déconnecter davantage les élus des territoires, agrandir les circonscriptions, mettre de la proportionnelle. Tout ceci fait que quoi? Eh bien que votre député demain, il sera élu dans une circonscription de 200 à 250 000 habitants. Ça veut dire 300, 400 communes dans certains territoires. Et ça veut dire donc une absence de représentation des territoires ruraux. Et ça veut dire encore une fois une déconnexion avec les Français. C'était ce que vous souhaitiez. À l'époque de la primaire, vous souteniez Bruno Le Maire. Après, vous avez soutenu François Fillon. Les deux étaient favorables à une baisse du nombre de parlementaires. Mais nous sommes favorables à une baisse du nombre de parlementaires. Le problème, c'est la conjonction de cette baisse du nombre de parlementaires avec la mise en place de la proportionnelle. Cette conjonction des deux va avoir un effet dévastateur sur la représentation dans les territoires. Nous pensons qu'il faut baisser le nombre de parlementaires, mais là encore, il faut savoir ce qu'on veut faire du Parlement. Est-ce que le Parlement est aujourd'hui un contre-pouvoir en France? Non. Parce que la vérité, c'est que le gouvernement le piétine chaque jour. Et ça sera la première fois, si cette réforme aboutit, qu'on aura une réforme constitutionnelle qui ne renforce pas les droits du Parlement. Vous dites que vous y êtes favorable. Pas tout le monde. Gérard Larcher a dit qu'il était en désaccord total avec cette baisse de 30% des parlementaires. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Notre parti, les Républicains, et Laurent Wauquiez l'a toujours dit, est favorable à la réduction du nombre de parlementaires. Le combat, pour nous, il est ailleurs. Sur la proportionnelle notamment, puisque Édouard Philippe a fixé le chiffre de 15%. Christian Jacob avait dit 0 proportionnel. Les centristes en demandent 25. Vous, quel est le bon chiffre selon vous? Vous, ancien centriste. Vous savez, je crois que sur la proportionnelle, le bon chiffre sera le plus faible possible. Pour une raison très simple. C'est qu'on n'est pas dans le même système politique que les autres pays qui utilisent cette proportionnelle-là. Et que vous allez demain avoir deux types de députés. Des députés qui sont élus sur un territoire et d'autres qui sont élus par un parti politique. Et moi, je ne crois pas que le renforcement du système des partis soit forcément une bonne chose pour la démocratie française. Il y a des moyens de valoriser effectivement les parcours politiques et de faire en sorte que tous les courants soient représentés. Mais moi, mon objectif, c'est pas de faire en sorte que demain le Front National ait 100 députés à l'Assemblée nationale. Un mot sur les Républicains, Damien Abad. Lundi, vous avez appelé Alain Juppé à participer au débat pour les européennes, pour le projet des Républicains. Sauf qu'hier, il a rencontré les membres d'Agir. Est-ce que vous le regrettez? Agir, ce sont d'anciens républicains qui sont regroupés sous ce nouveau vocable. Voilà. Vous avez raison de préciser parce qu'on ne sait pas vraiment où non, les téléspectateurs ne sont pas forcément et les Français en général. Je dis simplement que d'abord Alain Juppé est un homme libre et donc il peut rencontrer qui il veut quand il veut. Mais moi je souhaite qu'Alain Juppé participe au débat européen dans notre famille politique. Et je veux lui dire que notre ADN européen est bien vivant dans les Républicains et que l'Europe elle est un fait et que notre engagement européen ne sera pas remis en cause. Que nous sommes issus du Parti populaire européen, qui est le premier parti européen en Europe et qu'il est important de préserver cet ADN-là. Mais nous disons dans le même temps, pour nous, le débat, ce n'est pas être pour ou contre l'Europe, c'est de savoir quelle Europe on veut, quel message on veut porter. Eh bien, entre les fédéralistes qui voudront toujours la même Europe,
c'est-à-dire cette Europe de l'impossible qui ne marche plus. Et de l'autre côté, les souverainistes qui nous expliqueront toujours qu'il faudra sortir de l'Europe. Je pense qu'il y a un espace politique pour construire une Europe des projets, une Europe qui fasse avancer les intérêts des Français. Mais c'est pas ce que dit Alain Juppé, lui il critique la ligne eurosceptique de Laurent Wauquiez. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, ce n'est pas une ligne eurosceptique, c'est une ligne eurolucide qui a pour objectif de réenchanter l'Europe et qui a pour objectif de remettre le citoyen français et européen au cœur du projet européen. Il n'y a pas un grand écart là que vous allez être obligé de faire entre, comme le disait Oriane Mancini ou Nathalie Moret, les tenants d'une Europe très forte, et puis à l'intérieur des Républicains, on le sait, ces tensions sur l'Europe, où il y a des tenants d'une Europe moins forte. Si on rentre dans un débat concret, non. Parce que je vous prends deux exemples. Il aura lieu quand? Il va avoir lieu au Conseil national qui aura lieu au mois de juin. Ça suffira? Oui, mais prenons un exemple. Sur la crise migratoire, tout le monde est favorable, chez les Républicains, pour un renforcement de l'Europe. Parce que c'est l'absence de l'Europe qui crée ces difficultés migratoires. Sur la question économique, tout le monde est favorable également, non seulement à la préservation de la zone euro, mais aussi à son renforcement. Tout le monde est favorable à ce qu'on lutte contre du dumping social. Tout le monde est favorable à la lutte contre chez les Républicains pour vous. Mais le problème de l'Europe se posera si on se dit est-ce qu'on est souverainiste, fédéraliste et autres. Il ne se posera pas si on rentre dans des sujets concrets et qu'on porte... Vous êtes opposé au fait qu'il y ait désormais des listes nationales pour les européennes, proposition de loi d'ailleurs votée hier au Sénat. Est-ce que c'est parce que vous craignez ce débat national sur le sujet? Absolument pas. C'est juste parce que nous, on défend l'Europe des territoires. Et que, là encore, on va éloigner l'Europe des citoyens. Enfin, les fonds européens de développement régionaux, c'est important. Il y a des choses en Europe qu'il faut faire valoir sur nos territoires. Damien Abad, fine observatrice de la vie parlementaire et politique, Nathalie Moret y était. Hier, Valérie Rabault a été élue présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale en remplacement d'Olivier Faure. Jamais les Républicains n'ont élu une femme à ce poste. Est-ce que vous le regrettez, vous? Ça viendra. En tout cas, j'estime que Valérie Rabault est une femme de qualité, qui a pris la femme son engagement parlementaire. Et je trouve que c'est bien quand on met en avant des femmes de qualité, compétentes et qui représentent la fonction parlementaire. Et il y en a, je vous rassure, dans notre groupe, les Républicains. Et je suis certain que ce jour-là... mises en avant. Enfin, je vous rappelle quand même que notre première vice-présidente est Virginie Duby-Miller, qui est une femme élue de Haute-Savoie, et que nous avons une représentation des femmes qui est beaucoup plus importante aujourd'hui chez les Républicains qu'il y a quelque temps. Mais il y a encore quelques progrès à faire, je vous l'accorde bien volontiers. Merci Damien Abad, vous êtes vice-président des Républicains, d'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Nathalie Moret, merci Oriane Mancini. Merci. On passe au débrief de vos propos, Damien Abad, et de l'actualité dans un instant. À tout de suite. Voilà, Damien Abad, vice-président des Républicains, quittent ce plateau, font leurs entrées. À nouveau, d'ailleurs, ils étaient là dans la première partie de cette matinale d'info sur Public Sénat. Patrice Moyon, de Ouest France, le plus grand quotidien français, j'allais dire régional, mais non, le plus grand quotidien français. Et puis Thierry Dupont, de l'Express, régulier de cette matinale d'info. Merci d'être là, d'être revenu dans cette deuxième partie. Emmanuel Macron sera donc à 13h. On l'a traité dans la première partie de cette matinale, l'invité du journal de TF1. Il devra donc s'adresser aux Français en faisant de la pédagogie des réformes. Et Damien Abad, il trouve à la fois qu'il fallait que le président de la République fasse cet exercice, mais que c'était absolument pas suffisant d'aller le faire. Vous attendiez à ce qu'il applaudisse? Il l'a dit, les paroles sont d'argent, mais les actes sont d'or. Donc effectivement, en tant qu'opposant au président de la République, Damien Abad exige des actes plus que des paroles. La pédagogie des réformes, c'est bien, mais comme il est plutôt opposé aux réformes menées, en tout cas à certaines. Voilà. Mais est-ce que c'est pas un problème quand même, alors qu'Emmanuel Macron est perçu quand même par de plus en plus de Français, on le voit à travers les études, les sondages, comme un président de droite, pour un vice-président de LR, de critiquer systématiquement ce président qui, à la fois, fait des réformes qu'aurait dû ou pu faire la droite. Oui, c'est tout le problème de la droite depuis plusieurs mois. Ils n'ont pour axe de défense que de dire ça ne va pas assez loin. Oui, un peu plus, un peu moins. Ce sont des réformettes. Alors, autant sur le régalien, ils ont vraiment une carte à jouer, parce qu'on voit bien qu'il y a des différences de philosophie, de sensibilité. Autant sur les réformes économiques et sociales, ce que propose Emmanuel Macron va quand même
dans le même sens que ce que proposent les Républicains, et surtout l'électorat de droite est très séduit quand même par ce que propose Emmanuel Macron. Donc on sent bien la gêne quand même. Avec un problème d'autant plus important, Patrice Moyon, c'est que le Premier ministre est issu des Républicains au départ. Oui, Édouard Philippe. Oui, et puis sur un certain nombre de réformes, ce sont celles que la droite parfois n'a pas osé faire. Et là, on voit bien Damien Abad, il est sur le pouvoir d'achat, sur la fracture territoriale, sur le régalien, rien sur l'économie, rien sur l'industrie. Donc on le sent aussi mal à l'aise sur ces sujets-là que sur l'Europe. Là, on voit le... Sur l'Europe, c'était assez clair dans l'interview politique également. Oui, pour revenir juste sur l'économie, d'abord, ils ont un problème, c'est que même les Républicains ne sont pas forcément tous d'accord entre eux. On l'a vu sur la SNCF, par exemple, et notamment parce qu'on voit qu'il y a une aile plus libérale, incarnée par exemple par Virginie Calmels, et puis une aile plus, je dirais, colbertiste, plus dans la tradition gaulliste, par exemple avec Guillaume Pelletier, et par exemple sur l'ouverture, sur la réforme de la SNCF, sur l'ouverture à la concurrence, on sent bien que, oui, normalement le parti est favorable à l'ouverture des lignes à la concurrence, mais on sent bien que quand même ça grippe un peu chez certains parce qu'ils accusent l'Europe de brader le... C'est même pire que ça. Damien Abad, donc vice-président des Républicains, lui est favorable à la réforme ferroviaire. Il l'a dit très clairement sur ce plateau ce matin. On a entendu une petite musique un peu différente de Christian Jacob, qui est lui président du groupe LR à l'Assemblée nationale, disant qu'il pourrait y avoir des abstentions. Donc là, il y a eu vraiment, au cœur même de l'exécutif de LR, une différence d'appréciation. Oui, c'est toute la difficulté que doit résoudre Laurent Wauquiez aujourd'hui. Patrice Moyon. Oui, on sent bien que les Républicains sont traversés par des mouvements contraires. Ces mouvements contraires, on les retrouve sur l'Europe. Oui. Alors sur l'Europe, on a bien vu la gêne de Damien Abad qui dit qu'au Conseil national de LR, on tranchera la question de la position sur l'Europe. Est-ce que ce sera suffisant, Thierry Dupont ? Alors d'abord, tous les Républicains qu'on peut rencontrer disent l'Europe, ça va être un moment compliqué. Ouais, la ligne de fracture. Ça va être un moment compliqué pour nous. Voilà, ils savent que c'est la première grosse vague à passer sur le chemin de la rédemption. Donc il y a ce Conseil national en juin. D'ici là, ils vont travailler. Laurent Wauquiez a mis en place dans les instances de LR notamment un conseil pour essayer de rapprocher les sensibilités entre les gaullistes, les libéraux, les centristes. En fait, ils ne sont pas si éloignés que ça, mais c'est dans les mots qu'il va falloir trouver le bon dosage. Et puis, ce qu'on me disait également, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit ficelé en juin. Ils travaillent ensemble, ils rapprochent les points de vue, même si ça risque d'être un peu compliqué. Et puis, on sent bien, on a évoqué avec Damien Abad ce que fait Alain Juppé. Et oui. Alors, qui a rencontré les membres du groupe Agir, les constructifs et tout ça. Agir, c'était un groupe d'ex-républicains qui ont décidé de suivre leur chemin. En tout cas, qui trouvaient qu'il ne fallait pas faire de l'opposition systématique. Et Alain Juppé les a rencontrés officiellement, c'est un signe quand même. Alain Juppé, il est hors de tout ça, il déploie ses ailes. Il est hors de tout ça. Patrice Moyon, vous trouvez ? Il tente de parler à toutes les droites, donc voilà, toutes les droites républicaines. Il se veut aujourd'hui un homme libre, donc il a un certain nombre d'engagements qui lui tiennent à cœur. Donc, je pense que l'Europe en fait partie, et je pense qu'il y a effectivement de très fortes divergences par rapport à Laurent Wauquiez. Alors on voit bien Damien Abad qui essaie de trouver un point d'équilibre. Il parle des euros lucides. Oui. Les euro-BA, les euro-lucides, les euro-critiques, les euro-sceptiques. Oui, mais ça, c'est de la sémantique. Ouais. C'est de la sémantique. Oui, après, il va falloir quand même trancher sur un projet, non ? J'imagine. Oui. C'est là qu'on attend effectivement les idées concrètes. Damien Abad sur l'économie tout à l'heure n'a pas dit grand-chose, mais sur l'Europe, il parle d'euro lucide, mais il ne dit pas quelle Europe il souhaite. Alors il y a un sujet qui m'intéressait, on est revenu sur les 80 km/h, cette limitation de vitesse pour les automobilistes. Lui, il souhaite carrément que le président Macron annonce à 13h qu'on revient dessus. Comment ce serait possible, Thierry Dupont ? On dit que c'est une volonté acharnée du Premier ministre d'avoir voulu cette oui, on dit même que c'est un marqueur de sa fermeté. Donc d'Édouard Philippe. D'Édouard Philippe. Mais ça passe très très mal. Oui.
Mais ça est-ce que Emmanuel Macron peut revenir dessus? C'est compliqué, mais on pensait, il était suggéré il y a quelques semaines qu'on puisse adapter, c'est-à-dire qu'on puisse voir quels étaient les tronçons vraiment accidentogènes. Vous voulez dire à l'intérieur de cette mesure, trouver des solutions sur les territoires? Mais oui, parce que Stéphane Le Foll proposait lui-même, il disait mais laissons les territoires expérimenter sur ce dispositif. Peut-être qu'il y aura un ajustement, mais j'imagine mal Emmanuel Macron revenir sur cette mesure aujourd'hui et désavouer son Premier ministre dans un moment où il y a déjà des tensions. Oui, il a besoin de son Premier ministre, donc il n'est pas question, enfin je pense aujourd'hui de l'affaiblir. Il en a besoin, il en aurait même davantage besoin encore, puisqu'on voit bien que là aujourd'hui c'est Emmanuel Macron qui monte en première ligne. C'est tout le problème d'Emmanuel Macron, c'est que pour vendre ses réformes, il n'a pas grand monde en fait. Il a beaucoup de députés qui sont inexpérimentés, il a des ministres qui sont de très bons techniciens, mais qui n'ont pas forcément une fibre politique très développée. Et donc, malheureusement, il est un peu... Édouard Philippe, pour l'instant, était en première ligne sur la SNCF, mais on voit bien que ça peine un peu. Donc voilà, il faut que lui-même, maintenant, fasse la pédagogie des réformes. Merci Patrice Moyon de Ouest France et merci Thierry Dupont de l'Express. Je signale que vos articles sont sur le site l'express.fr aujourd'hui. La stratégie de communication d'Emmanuel Macron avec une interview intéressante d'un professeur d'histoire de la communication à la Sorbonne. Et puis le papier sur la belle-fille d'Emmanuel Macron, Tiffaine Ozière, qui s'affronte au Touquet avec le député LR Daniel Fasquelle sur l'express.fr. Merci d'être venu. Merci Patrice. Merci. On passe au Zap Monde, un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de l'actualité dans le monde. Il s'en passe des choses, vous le savez, et souvent dramatiques, avec TV5 Monde, notre partenaire. La Russie promet d'abattre tous les missiles tirés contre la Syrie. Soyez près de la Russie parce qu'ils vont arriver. Ils seront beaux, nouveaux et intelligents. Vous ne devriez pas avoir comme partenaire un animal tueur au gaz qui tue son peuple et qui aime ça. Une réponse de la Maison-Blanche aux propos tenus par l'ambassadeur russe au Liban quelques heures auparavant. S'il y a une attaque américaine, nous attirons votre attention sur les déclarations du président Poutine et du chef de l'armée russe. Les missiles seront abattus, de même que les sources d'où ils ont été tirés. Les aviations françaises, britanniques et américaines sont sur le pied de guerre et les compagnies aériennes civiles survolant l'est de la Méditerranée sont invitées à la plus grande prudence. Le scénario le plus probable serait le tir de missiles de croisière lancés depuis la mer. En ce moment, 2 destroyers américains se trouvent dans l'est de la Méditerranée. En cas d'opération, leurs missiles pourraient viser des bases militaires syriennes comme celle de Shayrat près de Homs. Il y a un an, cette base avait déjà été bombardée par les Américains. Mais la riposte pourrait se faire d'une autre manière, notamment depuis les airs. Il est toujours possible que les Français et les Britanniques se joignent à l'action des Américains. Les Français pourraient faire décoller des rafales de leur base de Jordanie ou d'Abu Dhabi et larguer leurs missiles d'une portée de 400 km. L'appareil s'est écrasé quelques instants seulement après son décollage. Sur les images amateurs tournées juste après la catastrophe, on voit la carcasse de l'avion ravagée par les flammes. Les passagers étaient des militaires algériens ou des membres de leur famille. Le vol transportait aussi des Sahraouis, selon le Front Polisario. Le vol devait relier la base militaire de Boufarik, tout près d'Alger, et la ville de Tindouf, dans l'ouest du pays. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Devant le QG de la mission de l'ONU en Centrafrique, l'ambiance est tendue. Des centaines d'habitants du quartier PK5 ont marché jusque-là pour exprimer leur colère. Ils amènent même des corps, 17 hommes, dont plusieurs tués par balle. Morts la veille dans les affrontements qui ont eu lieu entre patrouilles de la MINUSCA et soldats centrafricains, opposés à des milices d'autodéfense autoproclamées. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y avoir un groupe armé dans un pays. Dans un État. Il faut que nous allions à la paix. C'est l'armée centrafricaine qui doit ouvrir le chemin et la MINUSCA les appuie pour amener la paix en Centrafrique. Voilà l'actualité du monde avec notre partenaire TV5 Monde. Merci de nous avoir suivis. Merci en général de votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée.